En Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi Tia Saleh. Le maire Antoine Assalé Tchemoko casse tout. Je sais qui est derrière toute la cabale contre moi. Je ne reculerai pas. Car le maire et son équipe ont agi dans l'unique intérêt des populations de la commune de Tia Saleh et de l'ensemble des populations du département de Tia Saleh, a déclaré le maire Assalé Tchemoko. Une immersion média a permis aux journalistes de se rapprocher de la réalité à Tia Saleh, où le premier homme fort de la municipalité est l'objet d'attaques à ciel ouvert et direct. Bien menés et coordonnés ces derniers mois, ce sont plus d'une quarantaine d'articles accablants qui ont été publiés par les journaux ivoiriens. Mais ce qui irrite le doublement et le maire et député de Tia Saleh, c'est qu'en sa qualité de journaliste bien qu'élu, il observe que ses confrères sont plongés dans une violation aussi flagrante de la déontologie de la profession qu'incompréhensible. Comprenant qu'il ne saurait répondre à chaque publication, parfois jugée surréelle, le maire Assalé Tchemoko décide alors d'orienter autrement l'approche avec une immersion presse de 24 heures, du vendredi 21 au samedi 22 octobre 2022 dans sa localité, avec plus d'une vingtaine de journalistes, ses confrères, pour parcourir les différents sites et actes faisant l'objet d'accusations. Bien évidemment sous le regard de la loi numéro 91-608 du 3 août 1995 portant modification de la loi numéro 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation de la municipalité. Le débat ivoirien parti de cette odyssée revient sur cette immersion en plusieurs étapes. La première concerne la grande conférence de presse couronnant la tournée ou randonnée avec un élu lucide et sur ses grands chevaux. Suivez la grosse explication détaillée, grand déballage du maire de Tia Saleh, Antoine Assalé Tchemoko, face aux accusations avec le débat ivoirien. Suivez. Il s'agit de la loi numéro 91-80 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale modifiée par les lois 85-578 du 9 juillet 85 portant organisation et attribution des conseils municipaux. Alors, cette loi-là, son article, voilà, on dit le maire, en cas d'urgence, article 76 de cette loi, en sa qualité d'autorité municipale, le maire est chargé de l'exécution des règlements de police municipale pris par le conseil municipal dans la limite de ses compétences. En cas d'urgence, le maire peut prendre des règlements, des décisions de police municipale, il les communique immédiatement en indiquant les raisons et l'urgence à la municipalité, donc l'ensemble des maires. Il communique ces réunions, ces décisions à la prochaine réunion du conseil municipal. Donc le maire dans son droit, la loi encadre les activités du maire. C'est des autorités exécutives. Ça passe que le maire est un exécutif. C'est-à-dire qu'il est le, en quelque sorte, entre guillemets, le président de la commune. De ce point de vue-là, il a les pouvoirs les plus étendus, mais bien sûr encadrés par la loi. Donc il a un conseil, c'est comme le président, il a le parlement. Les décisions du président, quand c'est l'urgence, après il est fait valider par le Parlement. C'est la même procédure qui concerne aussi les maires. Donc le maire peut prendre une décision, et puis à la prochaine réunion de la municipalité, il informe les maires. Et à la prochaine réunion du conseil municipal, il informe le conseil municipal. C'est bien écrit, noir sur blanc. Donc le maire n'agit pas dans un cadre qui est en dehors de la loi. Donc dans le cadre de cette affaire de TEC, la mairie a agi dans le cadre de ce que la loi lui autorise de faire. On peut casser des maisons, on peut même faire arrêter des gens, parce que le maire est officier de police judiciaire. En matière de police municipale, il peut prendre des décisions de faire arrêter des gens. Mais il communique ça automatiquement au procureur, et après il communique ça au conseil municipal à la prochaine réunion. C'est bien encadré par la loi. C'est la même chose quand le président prend une ordonnance et qui fait valider 3 mois ou 4 mois ou 6 mois plus tard par le Parlement.
c'est le même dispositif qui concerne les collectivités. Donc vraiment, il faut que ce soit très clair, et la mairie n'agit pas en dehors des textes. C'est ce que je tenais à dire d'entrée de jeu. Alors, chers confrères, on a fait un peu le tour de la ville. Je vous ai montré un certain nombre de réalisations que la mairie a faites. J'ai demandé que le chef de Niamey, qui est l'un des deux chefs principaux de la commune ici, soit présent parce qu'il est concerné aussi par un aspect du débat que nous allons avoir ici. Je suis ici avec le maire D, deuxième adjoint au maire, chargé du foncier. Ensuite, vous avez le maire Botibi, qui est le quatrième adjoint au maire, chargé de tout ce qui concerne l'éducation et tout ce qui concerne le service social de la commune. Vous avez à ma gauche ici le premier adjoint au maire, qui lui est chargé de ce qui concerne les investissements, ce qui concerne les finances de la collectivité. Et puis à ma gauche, vous avez le secrétaire général de la mairie, M. Assalé. Voilà. Donc on dit qu'ils auraient commis une faute lourde en n'obligeant pas le maire à faire un conseil municipal avant de faire couper les textes. Donc vous avez vu que le texte donne le droit au maire, effectivement, d'agir et de faire valider sa décision à la prochaine réunion du conseil municipal en matière de police municipale. Décider de couper des textes, décider de casser des maisons, c'est des mesures de police municipale. Et le maire a ces compétences-là d'agir. Donc c'est ce que je voulais faire comme précision avant de commencer la chose. Alors, chers confrères, j'ai un propos liminaire que je m'en vais vous lire. Le 7 janvier 2019, une nouvelle équipe municipale conduite par le maire Assalé Tchemoko est officiellement arrivée à la tête de la commune de Tia Salé. À la passation des charges, une semaine plus tôt, dans les locaux de la préfecture, entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe, sur la base des documents transmis, la dette provisoire laissée par l'équipe sortante à la commune, à l'équipe entrante, était de 474 millions, plus un déficit budgétaire de moins 54 millions. Donc on a pris la mairie dans une situation économique extrêmement difficile. Quelques semaines plus tard, avec le rejet par le Trésor public des mandats émis par l'équipe sortante, pour absence de provision, la dette finale a cumulé à 784 millions de francs CFA pour un budget communal de 492 millions. Vous voyez dans quel état économique on a pris la mairie de Salé, pratiquement une mairie en cessation de paiement. À ce jour, la dette a été ramenée à 128 millions et le déficit budgétaire a été effacé. La situation économique de la mairie s'est considérablement améliorée et le budget de la commune est passé de 492 millions à aujourd'hui à près de 900 millions de francs CFA. En quelques années, les réformes effectuées et l'acharnement au travail de la nouvelle équipe ont fortement transformé le visage de la commune de Tia Salé. Au travail de transformation physique de la ville se sont ajoutées des mesures sociales fortes qui font de la commune de Tia Salé l'une des communes de Côte d'Ivoire dans lesquelles les populations sont les plus soutenues socialement. Deux indices permettent de soutenir une telle affirmation. L'aide à la scolarisation des enfants les plus socialement défavorisés est passée de 1,8 million en 2019 à 13,5 millions en 2022, faisant passer le nombre d'enfants pris en compte de 28 en 2019 à plus de 300 en 2022. C'est un appui massif qu'on a apporté aux enfants les plus en difficulté économique dans la ville. 2. Tia Salé est la seule commune de Côte d'Ivoire dans laquelle les parents d'élèves au primaire ne paient ni les frais d'examen, ni les frais de photo, ni les frais de composition, ni les visites médicales, ni les frais de connexion Internet des inspections, ni les frais de pratique de sport. Encore moins les cotisations de 3 000 par enfant supprimées par arrêté municipal pris le 16 septembre 2020. C'est cette décision de suppression des cotisations COGES dans la commune de Tia Salé par la mairie de Tia Salé qui a inspiré la décision du gouvernement de supprimer sur toute l'étendue du territoire national les frais COGES tant au primaire que dans le secondaire. C'est parti d'ici, cette décision.
Les initiatives nouvelles de gouvernance et de développement prises par le maire à Salé et son équipe leur ont permis de décrocher en 4 ans plus d'une dizaine de prix d'excellence, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays, dont le dernier, obtenu le 12 août dernier, est le 2e prix national d'excellence en matière de lutte contre le désordre urbain décerné par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a décerné le 2e prix d'excellence nationale en matière de lutte contre le désordre urbain. C'est-à-dire que le maire de Thiès Salé, c'est le maire qui a le courage, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'intérêt public, d'aller y compris en cassant des maisons, y compris en libérant des sites occupés, y compris en prenant des décisions pour mettre de l'ordre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a salué cela en nous décernant un prix national d'excellence, accompagné d'un chèque dont vous souffrirez que je ne vous donne pas le montant. Voilà. Bien, ce travail acharné dont les résultats sont visibles, tant dans la zone urbaine que dans la zone rurale de la commune, les villages et campements de Thiès Salé n'ont jamais autant reçu de la mairie que depuis que l'équipe municipale nouvelle est là. Depuis quelques mois, et dans la perspective des municipales de 2023, la commune est au centre d'intérêt de nombreuses publications journalistiques. Cet intérêt des confrères pour la cité de la symbiose est lié à n'en point douter au leadership du maire et son équipe qui ont décidé de rester en dehors des querelles politiciennes pour se mettre résolument au service du bien-être des populations et du développement de la commune. Thiès Salé est aujourd'hui et indiscutablement l'une des villes qui ont le plus de visibilité en Côte d'Ivoire, ce qui attire des visiteurs à l'échelle nationale. Un indice économique permet de juger de cet attrait nouveau créé autour de Thiès Salé. Entre 2019 et 2022, les prix des parcelles de terrain de 600 m² sont passés de 300 000 francs, voire moins, à aujourd'hui 1,5 voire 2,5 millions la parcelle. C'est un indice économique. Il démontre que la ville prend de l'ampleur et est attirante. Cela participe du travail réalisé par l'équipe municipale. Nonobstant les performances qui font presque l'unanimité au niveau des populations et dont un des marqueurs est la brillante élection du maire à Salé Tiemoko au poste de député maire avec plus de 4000 voix de différence sur le candidat arrivé 2e, le candidat sortant, de même que des performances qui l'ont unanimement mis au niveau des observateurs de la vie à Thiès Salé. Quand quelqu'un est élu maire, qui travaille pendant 2 ans, et que 2 ans plus tard, la population fait de lui le député, ça veut dire c'est un satisfait. Surtout que depuis que Thiès Salé existe, la population de Thiès Salé n'a jamais donné les 2 postes à la même personne. Donc que le maire soit élu le député, ça veut dire que sa population salue son travail et c'est la récompense qu'on lui donne en lui confiant le poste de député. C'est un indice que personne ne peut discuter. C'est vrai qu'on a appris aussi que non, il a été élu par défaut, parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Il y avait des candidats. Le parti au pouvoir avait son candidat, le député sortant, le PPACI et le PDCI ont fait fusion. Il y avait plus d'une 8aine de candidats et nous sommes arrivés premiers avec 4000 voix de différence et près de 6000 voix sur les autres candidats. Ça veut dire que c'est un vote massif. Alors, depuis quelques semaines, nous constatons une campagne peut-être d'information, de bonne foi, mais aussi quelque part aussi de dénigrement, il faut l'avouer, par voie de presse, a été lancée contre le député maire. Une interview, la même, reprise par plus de 20 confrères, dont moins de 3 ont jugé nécessaire de prendre la réaction du maire, a été publiée avec signalement en co-une et contenant de graves accusations pourtant totalement infondées et indémontrables ont été publiées. Qui a financé cette interview d'un individu totalement anonyme, auquel soit reprise, même plus d'1 semaine après l'interview, par plusieurs confrères. Même les interviews du chef de l'État n'ont jamais eu autant de visibilité dans la presse ivoirienne. Ce qui est parfaitement surprenant. Quelque temps plus tôt, entre le 17 juillet et le 8 août, ce sont plus d'une dizaine d'articles qui ont été publiés contre le maire au sujet d'une prétendue dilapidation de 50 millions de contribuables de Thiès Salé dans une prétendue opération d'achat du cinéma ABC.
entre le 11 septembre et le 8 octobre 2022, ce sont plus d'une trentaine d'articles de presse, tant dans la presse papier que dans la presse en ligne, qui ont été publiés sur une prétendue exploitation frauduleuse de bois de teck dans laquelle serait impliquée la mairie de Tias Salé. Certains articles ont même fait l'amalgame entre le conseil régional, le ministère de la Santé et la mairie de Tias Salé. La boucle de cette série d'articles a été bouclée par une conférence de presse organisée par la Fédération des syndicats des eaux et forêts la semaine dernière. Cette conférence de presse, au cours de laquelle un appel a été lancé au gouvernement de Côte d'Ivoire à l'effet de prendre des sanctions contre le maire de Tias Salé, a achevé de convaincre sur la mise en place depuis des mois, depuis le mois de juillet, d'une opération de déstabilisation de l'équipe municipale orchestrée depuis Tias Salé, avec pour bras d'exécution ceux de certains confrères qui se sont installés dans un véritable chasse à l'homme depuis Abidjan, sans prendre le soin de recueillir la version de l'autorité municipale. Il n'est pas interdit à des confrères de faire leur travail. Le maire lui-même est un journaliste encore en activité. Il n'est pas un ancien journaliste. Il possède un organe de presse qui continue de paraître. Et par conséquent, il connaît la machine. Il connaît la musique. Les règles qui régissent notre métier sont très claires. Même quand il s'agit d'une interview, si des accusations y sont portées contre un individu, vous ne pouvez pas la publier sans requérir l'avis de l'accusé. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Certains ont écrit en bas de leur article qu'ils ont tenté par tous les moyens de joindre le maire, et c'était en vain. Cette façon de faire n'est pas professionnelle. Dire qu'on a tenté en vain de joindre le maire, alors que vous connaissez le détail de publication de l'éléphant déchaîné. Beaucoup parmi vous ont le contact du maire, tous les contacts du maire, son email, son adresse Facebook, son compte WhatsApp. Tout ça, vous les avez. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas réussi à contacter le maire au point d'écrire qu'il n'est pas joignable. Cette façon de faire démontre que le maire ne veut pas s'expliquer devant les confrères. Or, la preuve est faite que tous les confrères qui ont réussi à me joindre, même quand je suis en zone rurale et que j'arrive en ville, même si c'est minuit, ils peuvent en témoigner, j'ai toujours pris le soin de les contacter pour leur répondre et répondre à leurs questions. Donc affirmer que le maire est injoignable n'est pas correct. Devant ce constat, il est apparu nécessaire d'organiser ce point de presse, une immersion presse, suivie d'un point de presse afin de mettre à la disposition des confrères des informations vraies sur l'ensemble des sujets abordés dans les nombreuses publications. Moi, il me semble que notre rôle en tant que journaliste, et cela a été plusieurs fois démontré, même quand on a été convoqué devant la police, l'éléphant déchaîné, Stéphane Bayela peut en témoigner, a été convoqué à plus de 11 reprises devant la brigade de recherche. Mais chaque fois, nous avons réussi à nous en sortir parce que nous avons produit les documents qui attestent que les personnes impliquées dans nos enquêtes ont été approchées de toutes les manières. Et qu'on leur a laissé même le temps, parfois 2 semaines, parfois même 1 mois, pour qu'elles répondent aux questions qu'on leur a soumises. Ensuite, on a chaque fois réussi à prouver aux enquêteurs que notre objectif était de mettre à la disposition de nos lecteurs une information non manipulée, une information que le lecteur devait prendre et se faire sa propre opinion. Mais quand une affaire éclate et que l'autorité municipale fait un droit de réponse pour un confrère et que le même confrère récupère le droit de réponse pour en faire un autre article en donnant son propre jugement pour dire que le maire raconte des histoires sans qu'il ne prouve aucun document qui accompagne ça, je considère qu'on n'est plus dans le métier d'information. On est maintenant dans un combat politique. C'est pour ça que je m'insurge contre cette façon de faire. Donc je sais que nos confrères travaillent dans des conditions difficiles et que parfois, parce qu'on doit apparaître le lendemain, parce qu'on est dans le quotidien, parfois on est pris par le temps et on doit aller vite. Mais prenons la précaution minimale d'avoir la preuve qu'on a approché la personne et qu'elle n'a pas voulu réagir. C'est ce que je dénonce et que je n'accepte pas. Et donc, ce point de presse que j'ai voulu organiser, c'est pour que vous puissiez de visu poser les questions sur les problématiques. 1. Je prends le premier point. J'ai fini et vous posez les questions dessus.
sur la prétendue acquisition d'un cinéma à hauteur de 50 millions. La mairie n'a jamais acquis un quelconque cinéma, mais plutôt a lancé un processus d'acquisition d'une parcelle de 4700 m² pour la construction de l'hôtel de ville. Vous voyez, chaque fois, ce que je vais faire est pour réaliser un projet d'intérêt public, construction de l'hôtel de ville. Il s'agit d'une opération officielle d'achat validée par le conseil municipal et la commission d'approbation des budgets des collectivités, ça dans nos programmes triennal 2022-2024. Puis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par arrêté ministériel. Cette opération d'achat est inscrite dans le budget programme 2023. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que hier, le ministère du Budget a envoyé aux députés que nous sommes le projet de budget 2023 que nous allons analyser avant la fin de l'année. Et j'ai été heureux de voir que maintenant, ils ont transposé tous les projets des mairies dans le budget de l'État. Et dans ce qui concerne Tess-Salé, j'ai vu qu'effectivement, le projet de construction de l'hôtel de ville est mis dans le programme de l'État de Côte d'Ivoire, puisque c'est le ministère du Budget qui fait 15 millions sur fonds propres et a transféré la différence des 35 millions au budget de l'État. C'est pour ça que ça est au budget de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire va engager 35 millions dans un projet fictif, s'ils n'ont pas vérifié ça. Donc ce n'est pas vrai ce qui a été écrit. Il ne s'agit pas non plus d'une prétendue expropriation. Il y a vu ça hier en bas de l'article sur les textes. Ils ont mis en bas que la mairie est impliquée aussi dans une expropriation d'une parcelle qui appartient à des Libanais. Vu que ça a été affirmé en dessous d'un article sur le texte. Je ne vois pas le rapport entre la parcelle de l'hôtel de ville et l'histoire des textes. C'est pour ça que je parle de manipulation de l'opinion. Et ce n'est pas intéressant de faire ainsi. Donc voilà pour ce qui concerne l'affaire de la parcelle de 4700 m² que la mairie est en train d'acquérir pour construire son hôtel de ville. C'est une opération officielle, ça fait l'objet de délibérations, sont parties à la tutelle validée par le ministre de l'Intérieur et donc totalement officielle. Est-ce que sur cette question, quelqu'un a une question à poser? Je considère que là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est officiel. Le programme est là, on peut le consulter. Sur le lotissement Symbiose, est-ce que M. Begré est là? Ah, il est là, d'accord. Sur le lotissement Symbiose, là également, il y a eu 22 articles qui ont été écrits, qui répétaient les mêmes accusations. Bon. Il a été écrit que sur 2000 lots, le maire a salé son équipe, n'aurait remis que 170 lots à la famille Ndro, en conservant par devers eux près de 1800 lots. Le confrère a même écrit quelque part, on peut faire ça, dans l'article, on peut faire ça, dans l'article, que la mairie a gardé par devers elle 1800 lots sur 2000 qui appartenaient à la famille Ndro. C'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu que le chef de Niamey soit là. Et il va dire un mot quand on va rentrer dans les questionnements. Cette affirmation est donc totalement fausse. La mairie de Tess-Salé, en tout cas notre équipe municipale, n'a pas partagé de l'eau Symbiose. On n'était pas là. Donc c'est faux parce que d'abord le partage de l'eau de ce lotissement a été fait en 2018. Et jusqu'à preuve du contraire, le maire de Tess-Salé, Assalé Tchemoko, n'a pris fonction qu'en janvier 2019. Donc sauf à avoir le don d'ubiquité, je n'ai pas pu être à Abidjan et être aussi le maire de Tess-Salé pour venir faire un partage de l'eau ici sur le lotissement Symbiose. Ensuite, les parcelles en cause sur ce lotissement Symbiose appartiennent non pas seulement à la famille Ndro, mais à plusieurs familles qui se trouvent dans les villages de Niamey, dont le chef est ici, dans les villages de Nianda, dans les villages de Akoudje, dans les villages de Kanganyanze, dans les villages de Tess-Salé-Koro. Donc vous voyez que ce n'est pas une seule famille qui était propriétaire de tout l'espace qui a été loti.
Donc ça aussi, le confrère l'a écrit, c'est pas vrai, en disant que toute la parcelle appartient à la famille Ndro. Totalement faux. Mais il aurait suffi qu'il approche le maire pour qu'il comprenne que c'est impossible que ce soit ainsi. Mais ils n'ont pas fait, ils ont écrit, parfois en ironisant. Le partage des lots issus de ce lotissement a été fait entre ces familles et l'administration, vu que le lotissement a été réalisé par la mairie de Tia-Salé. Il s'agit donc d'un lotissement administratif. La famille Ndro ne peut donc pas revendiquer à travers cet individu qui a fait l'interview l'ensemble des lots issus de ce lotissement. Il s'est accaparé des 150 millions, et même ils ont été modestes, ils ont dit 150 millions. Tout ça a été publié, et j'ai vu ça dans la presse. J'en ai été vraiment touché que les confrères puissent affirmer pareille chose. Même quand j'ai fait le droit de réponse chez un confrère en disant que tout ce que le gars raconte est faux, l'interview a été diffusée encore avec les mêmes affirmations, mais qui me convainc dans la position que effectivement cela est fait vraiment à dessein. Donc cette affirmation de morcellement d'une réserve administrative est fausse. L'îlot 210 est une réserve administrative classée ainsi par arrêté ministériel de la construction et par conséquent, il est destiné à recevoir des logements sociaux. Il s'agit donc d'un espace ayant un statut juridique particulier et il ne peut faire l'objet d'un morcellement sans l'autorisation du ministère de la Construction. À ce jour, la mairie de Tia-Salé, sous ma gouvernance en tout cas, n'a initié aucune procédure de déclassement de cette réserve-là. On peut, monsieur le maire, vous pouvez sortir les plans. Le morcellement là, le premier adjoint va vous envoyer le plan de morcellement, enfin le plan de lotissement. Cette réserve n'a jamais été morcelée et vendue. Il aurait suffi que les confrères, même sans interroger le maire, aillent interroger le DD Construction, qui est un agent de l'État de Côte d'Ivoire, dans la ville, chargé de surveiller tout ça, pour qu'ils s'aperçoivent que les affirmations de l'individu sont mensongères et que ce n'est pas possible. Donc, ça a été affirmé à la une de plusieurs confrères que le maire a vendu 150 lots. Et tout ça est de nature à salir. Parce que le lecteur qui voit là sur les réseaux sociaux, il est à Paris, il est en France, lui, il ne lira pas les droits de réponse, il ne lira pas tout ce que le maire va faire après. La chose est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il me reste pour laver mon honneur si ce n'est pas des procédures judiciaires? Mais les procédures judiciaires, vous savez comment elles se font. Quand tu demandes à l'avocat de poursuivre l'individu qui tient le propos, il vous dit, mais tu veux poursuivre l'individu, mais et tes propres confrères qui ont fait la chose en violant toutes les règles de votre métier. Pourquoi tu veux qu'on les laisse? Donc, on me met dans une situation très embarrassante où je dois poursuivre un individu qui m'a diffamé, mais avec le soutien massif de mes propres confrères. Et donc, il aurait suffi qu'ils approchent la mairie pour que, automatiquement, on ait les informations. Et j'ai été étonné que personne n'ait pris le soin, sauf mes confrères de l'Avenir. L'Avenir qui, eux, m'ont approché avant de publier. Mais quand j'ai expliqué, ils ont vu que matériellement, ce n'est même pas possible. Mais les autres ont publié et le document est là. Voilà, ça qui est là. Ah, c'est le plan actualisé de la ville sur Symbiose. Vous voyez, c'est un espace de près de 14 hectares. C'est bien écrit dessus. Réserve foncière pour projets sociaux. C'est classé par arrêté ministériel. Aucun maire ne peut déclasser ça. Donc, comment un confrère peut écrire que le maire a morcelé une réserve administrative et qu'il l'a vendue sans prendre le soin d'aller au ministère pour voir si c'est vrai ou c'est faux? Donc, vous donnez crédit à un individu qui diffame les gens et puis vous cautionnez ça en publiant ça. Parce que si on vous envoie devant la brigade de recherche, on vous dit, vous avez écrit que le gars dit qu'il a vendu les 150 lots là, à 150 millions. Vous avez publié ça. Quel document il vous a produit qui vous a permis de dire que ce qu'il a dit est vrai? On va réagir comment? C'est nous-mêmes qui offrons les moyens au procureur de nous mettre en prison en ne faisant pas correctement notre travail. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas normal que les confrères se comportent ainsi. Parce que c'est des choses qu'on peut vérifier n'importe où. Même vous pouvez prendre même votre téléphone, aller sur Google Maps, taper Tia-Salé et taper réserve administrative, vous allez voir ça sur votre Google Maps. C'est vérifiable depuis Abidjan. Mais pourquoi on peut aller écrire ça et reprendre chez 20 confrères? C'est pour ça que j'ai écrit au CNP, pardon, à l'ANP pour dire ce qui se passe. Je constate que ce n'est plus du journalisme,
mais c'est une campagne de dénigrement et un acharnement contre le maire de Salé. Certains confrères ont été interpellés par l'ANP parce que c'est la seule fois qu'ils pouvaient utiliser, à défaut de porter plainte massivement contre les confrères. Donc je ne vais pas porter plainte, mais je demande à l'ANP d'interpeller les confrères pour qu'ils fassent un peu leur travail de façon professionnelle. Parce que je suis du métier, même si on dit chien mange chien, mais on doit faire un peu gaffe quand il s'agit d'un confrère qui est concerné par un dossier. Et donc, le plan en qualité de la ville est là, il peut le démontrer. La mairie n'a vendu aucun site concernant cette réserve administrative. Deuxième point, il a été écrit aussi dans la même interview, qui était tout ici en cohue, qu'en complicité avec Mme Solange Amichia, qui est la DG du CPC, qui est une enfant d'ici, le maire à Salé aurait délimité en vue de vendre à un opérateur économique une parcelle de 16 hectares appartenant à la famille Ndro. Ça aussi, ça a été affirmé, que nous avons vendu la parcelle, selon Jamicha et moi. Et donc, dans l'interview, c'était dedans. Il s'agit également d'une affirmation mensongère. Le maire à Salé n'est ni de près, ni de loin concerné par une quelconque vente d'une parcelle de 16 hectares. Il s'agit d'une affaire interne à la famille Ndro et la famille Amichia. Le rôle de la mairie dans cette affaire s'est limité au lancement d'une enquête de Komodo et Komodo. C'est ce que la loi nous autorise à faire. Quand il y a un souci sur une parcelle en zone urbaine, même en zone périurbaine ou même en zone rurale, mais sur le territoire de la commune, l'achat que les gens veulent faire, bien la vente que les gens veulent faire n'est pas valide tant que le maire n'a pas fait une enquête de Komodo et Komodo. Mais le maire lui fait l'enquête, il nomme un commissaire enquêteur, le communiqué est publié jusqu'à la fraternité matin. L'enquêteur fait son audition de toutes les parties et puis il rend compte au maire. S'il n'y a pas d'opposition sur la procédure, le maire valide l'enquête. Et maintenant on remet l'enquête aux parties pour se pourvoir ailleurs. C'est là que se borne le rôle du maire dans cette affaire de 16 hectares. La mairie n'est pas impliquée dans une quelconque affaire de vente de 16 hectares. Il aurait suffi que les confrères interrogent le maire pour qu'on vous dise voilà ce que nous avons fait comme notre rôle. Et ce qu'on a fait est parfaitement légal parce que c'est notre rôle de vérifier que le terrain n'est pas l'objet de conflits latents. C'est ce qu'on a fait. Donc, tout ça est faux, totalement faux. Ensuite, et c'est la dernière accusation, il a été écrit aussi que le maire aurait intronisé un chef de famille dans la famille Ndro afin de faire main basse sur toutes les terres de cette famille. Et ça aussi, ça a été diffusé massivement. Ça a été sur les réseaux sociaux, ça a été sur Internet. Depuis quand un maire est compétent pour introniser un chef? Mais ça même, on n'a même pas besoin de vérifier auprès du maire. Un journaliste est à mesure de vérifier ça. Est-ce que c'est les maires qui font les intronisations dans ce pays-là? Bon, ça aussi, quand même, je trouve ça terrible qu'on écrive des choses comme ça. Et que comme le maire, il vend le terrain, donc il est capable de faire des choses comme ça pour pouvoir vendre le terrain des gens. Ça aussi, j'ai vu ça dans les commentaires de presse. Et donc, les maires n'ont aucune compétence en matière d'intronisation de chefs, ni de village, ni de campement, ni de famille. Cela relève, en tout cas pour les chefs de famille, de la compétence intégrale des chefs de village disposant d'un arrêté préfectoral. La famille Ndro se trouve à Tassalekro. Et cette famille est en palabre sur des questions de gestion de leurs ressources foncières. Se sont retrouvés devant les tribunaux. Je n'étais même pas encore maire ici. Et puis nous on est arrivés, les palabres ont continué jusqu'à la cour d'appel. Et puis un matin je suis ici, une des parties m'envoie une décision de justice de la cour d'appel en disant que le chef qui était jusque-là installé n'est plus le chef officiellement reconnu par les lois de la République. C'est une décision de justice. Et que la famille a déjà fait une réunion interne, ils ont désigné un nouveau chef. En quoi le maire est impliqué dans ça? Mais prenez la loi sur les collectivités, le maire il est élu, mais il est aussi agent de l'État, puisqu'il est officier d'état civil et puis il est officier de police judiciaire. Donc, de par ça, cette compétence-là, il est tenu de faire appliquer les décisions rendues par nos juridictions, puisque je suis agent de l'État. Donc, quand une famille m'envoie une décision de justice pour dire celui-là n'est plus notre chef, mais voilà le vrai chef,
voilà les décisions de justice qui l'accompagnent, qu'est-ce que vous voulez que le maire fasse? Qu'ils disent que non, non, moi je ne reconnais pas vos décisions de justice, mais c'est l'ancien là que je connais. Sur quelle base? Donc le maire désormais ne peut recevoir que le chef dont le tribunal dit qu'il est désormais le chef de cette famille-là. C'est terminé. Comment on peut dire que c'est le maire qui a intronisé un chef dans cette famille? Et on fait un montage d'écriture pour dire qu'il a fait tout ça, fait même basse sur toutes les têtes de cette famille. Le chef en question est là, j'ai tenu à ce qu'il soit là, M. Eugène Bégré, c'est ça non? Oui. Voilà, il est là, il peut vous produire les décisions de justice en question et vous allez vous faire votre propre opinion. Donc, les accusations de cet individu, qui a été pendant 2 semaines une véritable star dans la presse ivoirienne, sont totalement mensongères. Rien de ce qu'il a dit n'est exact. C'est totalement faux. C'est pour ça que j'ai instruit mon avocat, le bâtonnier Claude Montenon, de faire une procédure en diffamation contre cet individu-là. Et la procédure est en cours devant le tribunal de Yopougon. On n'a pas voulu faire une citation directe où c'est la personne qui poursuit, qui décide la date de l'audience, parce que ça ferme les enquêtes. Il a voulu que la police judiciaire, que la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qui a été allé ici, fasse une enquête complète sur l'individu en question, pour qu'il aille devant le tribunal pour apporter les preuves de ces affirmations gravissimes contre l'élu de Tiassalé. Et donc je voudrais que les confrères notent ceci, que tout ce qu'il a affirmé est totalement faux et rien ne documente ces affirmations. Juridiquement, matériellement, c'est impossible. Voilà pour le deuxième point. Et on va passer au dernier point, comme ça vous pourrez poser vos questions à la suite de cela. C'est bon? Je peux aller? Sur la question des TEC, je pense que sur la question des TEC, la vérité vous avez été montrée tout à l'heure sur un site où je vous ai envoyé pour voir comment on a libéré une réserve administrative qui était destinée à recevoir un collège public. Le chef de Niamey est là, il peut en témoigner, tous mes avions sont là. Hein. Cette réserve-là a été colonisée par la population et on avait fait un quartier habité. Un quartier habité par près de 50 familles. Mais lorsqu'il s'est agi de faire bâtir un collège, parce que quand je suis arrivé ici en 2019, le préfet Gouessé, qui est aujourd'hui le préfet du département, le préfet de région, le choix de Bafing, c'est ça non? Béré. C'est Béré? Voilà, du Béré, était le préfet de Tiassalé, le préfet Gouessé. C'est lui qui m'a dit, monsieur le maire, Tiassalé depuis pratiquement 8 ans, bénéficie dans le cadre de la coopération japonaise d'un collège moderne. Mais ça fait près de 8 ans que le collège n'a pas été bâti parce que les maires qui étaient avant vous n'ont pas eu soit le courage ou la volonté politique de libérer le site destiné à recevoir ce collège-là. Mais au moment où vous prenez fonction, je vous informe qu'il ne vous reste plus qu'à peine 2 mois pour que le collège soit construit. Autrement, on fera un rapport à l'État pour que le collège aille dans une ville dont les maires ont vraiment besoin de collège. Alors que notre lycée ici qui est bâti, c'est le seul lycée de la ville qui a vu passer pratiquement les plus grands cadres de ce pays, hein, pour ne citer que Alphonse Boni, Daniel Boni, bonnement Jean-Baptiste, ancien EG de la toute puissante ECI, tous ceux-là sont passés par ici. Panama Maurice, notre ministre, actuellement ambassadeur en France, tout ça on fait sur le lycée. Donc ce lycée est vieillissant et j'ai trouvé que des enfants sont assis à 130 par classe. 130. Et voilà qu'on dit au maire, vous avez un nouveau collège que vous devez construire, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un site. Mais moi je n'ai pas calculé parce que c'est pour ça que je tiens à garder mon indépendance politique pour ne pas rentrer dans un parti politique. Parce qu'un maire qui est dans les implications politiques n'a pas de coudée franche pour agir pour sa collectivité. Moi j'ai décidé d'agir. Et donc cette réserve-là, je l'ai fait déguerpir.
À 5 h du matin, la police est arrivée et on a déguerpi la réserve. Aujourd'hui, le collège est bâti. Pourtant, des gens ont organisé une marche sur la mairie par rapport à ce déguerpissement. Ça fait l'objet de beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où l'intérêt que j'ai cherché à préserver était l'intérêt public, je n'ai pas reculé. Je suis allé faire casser et j'ai fait bâtir le collège qui est ouvert aujourd'hui. Dans lequel, soit dit en passant, mes opposants locaux officient d'abord en tant que fonctionnaires. Avant ça, ils n'avaient pas de poste. Maintenant, ils sont devenus responsables dans ce collège-là. On gagnera à me dire parfois merci en passant. Et donc, on a fait réaliser ce collège-là et aujourd'hui, la ville est heureuse. Nos enfants sont là-bas en toute sécurité. Donc, tout à l'heure, nous étions devant le préfet et il vous a dit que le ministre Akawole est venu ici. C'était le 26 mai 2020. Voilà l'article qui a été réalisé, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Des investissements de plus d'1 milliard pour l'hôpital général de Tia-Salé. Comme le préfet l'a dit, il s'agissait bien de, ça écrit ici, de réhabiliter, le chef Nigamouela peut en témoigner, il s'agissait de réhabiliter l'hôpital général de Tia-Salé. Donc il y avait 1 milliard 375 millions d'enveloppe budgétaire disponible pour faire ces travaux-là. Le ministre l'a annoncé officiellement ici. On a applaudi et puis le ministre est parti. C'est ici en municipalité que moi j'ai estimé que, parce que la fondation Ansali Timoko, que vous savez que la mairie n'est pas compétente pour agir à l'hôpital général. L'hôpital général relève du conseil régional. Donc la mairie ne peut pas agir avec son budget à l'hôpital général. Or, la maternité de la ville, qui a été conçue pratiquement dans les années 59, n'avait jamais été réhabilitée. Au point où nos mamans, nos filles, nos soeurs, nos maîtresses aussi, partaient accoucher sur un lit complètement dévasté par la vétusté. Et une femme en travail est tombée de ce lit-là et a perdu son enfant. Bon. Même si on dit que la mairie peut aller agir là-bas, mais il fait un enfant de la ville. Et je peux trouver d'autres canaux pour faire un travail là. C'est pour ça que j'ai utilisé ma fondation et que j'ai trouvé des partenaires pour aller réhabiliter la maternité intégralement. Et qu'on a changé même le lit d'accouchement. On a mis un lit vraiment moderne qui est là-bas actuellement. On a refait la peinture. Mais je me suis rendu compte que 6 mois plus tard, la zone étant marécageuse, l'humidité était en train de gagner encore les murs. Donc quand le ministre a dit qu'il allait réhabiliter l'hôpital général, c'est des bâtiments coloniaux, on a dit, mais si on met 1 milliard dans ça, au bout de 1 an, 2 ans, le même site-là va être complètement encore dégradé avec l'humidité. Peut-être que ce serait intéressant d'utiliser les 1 milliard 3 là pour faire un nouvel hôpital. Voilà la décision qu'on a prise chez nous ici en municipalité. Donc il était question maintenant que j'aille convaincre le ministre de convertir la réhabilitation en construction. C'est comme ça qu'on a été à Abidjan, en parler au ministre Akawole. Il a dit oui, c'est une très bonne idée, mais ils connaissent les difficultés pour les collectivités pour avoir des espaces viabilisés ou bien en zone urbaine accessible. Et qu'eux, ils veulent aller vite, parce que ça concerne à la fois plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et que si la mairie peut être à mesure de mettre à disposition un site, et il ne verrait pas d'inconvénient de convertir la réhabilitation en construction. Tout à l'heure, le préfet vous a répété ça là-bas. Parce qu'il était là, justement, à cette époque-là. Voilà comment on a convenu qu'on trouve un site pour céder au ministère de la Santé. Et c'est le maire Charles Foncier que j'ai mis en mission avec le service technique pour voir dans la ville quelles sont les réserves qui peuvent contenir au moins 8 hectares et qui pourraient servir à faire le collège. C'est ainsi qu'ils sont venus ici, au cours d'une réunion, ils ont dit, monsieur le maire, le site qui est destiné à recevoir l'extension du lycée. Donc, comme c'est le seul collège, on avait prévu la réserve pour faire nos collèges ou bien pour faire un autre bâtiment pour le lycée au cas où l'école serait débordée. Et donc on a dit, ils ont dit, le site qui est disponible c'est l'extension du lycée. Mais comme le maire a fait construire un collège, vous voyez, le maire n'est pas compétent pour construire des collèges, mais on peut faire du lobbying avec des partenaires pour construire des collèges. Avec le groupe PFO, on a obtenu un collège en don, qu'on a fait construire là où on met un village qu'on appelle Tabatien, qui est à 6 km d'ici. Ensuite, le collège de Katié Baoulé, où on est parti ce matin, était en construction. Ensuite, il y avait un programme dans le cadre du CD2
un programme d'endettement là, à la Côte d'Ivoire. Il devait être construit dans le village. Et puis après le législatif 2021, le ministre est parti et le président du conseil régional de la NBTSA est venu à la santé. Donc en juillet dernier, on nous dit que les travaux de l'hôpital doivent démarrer. Ouais, le ministre devait venir le 13 octobre. C'est cette rencontre qui a été reportée au 30, dans le préfet vous en parlez là, reportée au 30. Mais en juillet, n'oubliez pas que le ministre de la Santé et le Premier ministre ont fait le tour de presque toute la Côte d'Ivoire pour faire les poses de première pierre de plusieurs hôpitaux généraux. Et dans le mois de juillet, ils sont partis faire près de 3 jours au nord du pays. Et dans notre attendement, puisque on pensait que le ministre et le Premier ministre allaient venir ici pour faire la même pose, la première pierre. Parce que le temps plus tôt, le Bénet, je vous ai envoyé les images hier, vous avez dû voir, Stéphane nous a balancé ça. L'entreprise, le Bénet, le ministère de la Santé, la DIEM, Direction des infrastructures du ministère, et la mairie sont partis sur le site. Il a même vu le champ de tech là, on a montré les images. Ils sont venus faire toutes les études, ils sont revenus à la mairie pour dire que le site est le plus approprié, il y a un réseau d'eau, réseau de courant, réseau de voirie. Donc, il faut le faire. Ils sont partis. Le 23 juillet, voilà, le maire assis là, la directrice de l'hôpital, LGM a été appelée, on nous a demandé de libérer le site. Ceux qui nous disent que non, l'entreprise avait le marché, même avait le budget pour libérer le site, tout ça là. Nous, on n'est pas au courant de ça. Nous, on nous a dit, un fonctionnaire là, il peut en attester, il était sur le terrain quand ils sont partis faire la visite. On nous a demandé de libérer le site et de le céder à l'entreprise parce que les travaux ont démarré à la fin du mois de juillet, début août. La directrice de l'hôpital général de Salé était tout le temps dans le local de la mairie ici parce que les gens lui mettaient la pression. Le maire fait, il dégage le site quand. Il dégage le site quand. Même le journal Le Jour Plus, pour ne pas le citer, a fait un reportage où le DAF du ministère de la Santé et le directeur des infrastructures du ministère étaient sur le site. Et dans le reportage du Jour Plus, le DAF disait que le site est disponible. Il y a même des photos. Hein. Le site est disponible, tout est prêt, le budget est disponible. Tout ce qu'on attend, c'est l'arrivée du ministre pour faire la pose, la première pierre. Mon confrère Benoît, il peut attester cela. Donc c'est officiel. Et donc nous on nous demande de libérer le site. Vous voulez que le ministre débarque ici et que le maire lui dise non, nous on a pensé que c'est l'entreprise qui doit libérer le site. Non, ce n'est pas responsable de notre part. C'est nous qui avons mis le site à disposition, c'est nous qui devons le céder nu. C'est ainsi que nous avons entrepris de faire libérer le site des techs qui sont dessus. Le 26 juillet 2022, voilà la décharge du ministère des Eaux et Forêts. Voilà, bien ça. La décharge est là. Le maire a écrit au ministre des Eaux et Forêts. Puisque, tout à l'heure, je vous ai lu l'article 115 de la loi sur les collectivités, le maire peut agir dans l'urgence. Et il agit dans l'urgence, et après il fait valider la décision par le conseil municipal, à la prochaine réunion. L'objet de la lettre, c'est mise en valeur de la réserve lycée. Mise en valeur de la réserve lycée. C'est-à-dire que la mairie a décidé de mettre la réserve en valeur. Voilà le courrier officiel qu'on a adressé au ministre des Eaux et Forêts. Je n'ai pas voulu que le courrier, vous avez déjà copié, on vous a envoyé la version numérique. En bas, vous voyez, j'ai fait le résumé de toute la procédure. Comment ça a commencé jusqu'à ce que le ministère soit propriétaire au lieu du terrain. Parce que même si on dit que c'est un champ école que le lycée a fait réaliser sur le site, mais il n'aime pas moins que le site démette toujours une réserve administrative. Et que tant que ça aura le statut de réserve administrative, la mairie peut en disposer tous les jours. N'oubliez pas ces détails-là. Une réserve, c'est pour la collectivité. Donc ce n'est pas pour le lycée. Ce n'est pas qu'on a mis dessus une réserve lycée, ça appartient au lycée. Ça appartient à l'ensemble des populations de Dia Salé. Mais l'hôpital qu'on va bâtir là, que le ministère va construire là, ça appartient à qui? Ça appartient non seulement aux populations de la commune, mais ça est un district sanitaire. Mais jusqu'à Tabo, c'est ici que vient se soigner. Donc c'est avec tout ce l'hôpital. Donc ce terrain-là, il est au-dessus de 5 hectares de tech. Et donc, moi j'ai écrit au ministre pour lui dire, on connaît la procédure.
pour couper des têtes réalisées de main d'homme. Mais c'est votre collègue de la santé qui a besoin du site, parce qu'on leur a cédé le site. Et donc je dis, je viens donc par la présente solliciter votre accord, écoutez bien, afin que les têtes soient coupées pour permettre le démarrage des travaux de construction de l'hôpital général, car il n'est pas possible de trouver un autre site d'une telle superficie lotie dans la commune de Tia Salé. Vu l'urgence et en raison du délai imparti à l'entreprise, les travaux ont déjà commencé sur une partie du site et des pieds de teck sont en voie d'être coupés. La mairie qui a déjà sauvegardé dans la commune une plantation de teck d'une superficie de 10 hectares, ce que vous venez de voir, bien que réalisée sur un terrain appartenant des privés, prendra toutes les dispositions pour identifier un autre site afin que vos services locaux y réalisent une autre plantation. Quand l'autorité de la ville a pris un tel engagement devant l'autorité gouvernementale, tout le bouquin qu'on fait autour là, c'est quoi? La mairie dit, on va couper les tecs pour construire l'hôpital, mais la collectivité va trouver un site pour que vos services y réalisent un reboisement. Ce n'est pas la même loi laquelle la Côte d'Ivoire impose aux exploitants forestiers en disant toute coupe de tecs de bois dans une zone classée doit faire l'objet de reboisement. Donc quelle est la faute que le maire aurait commise? Donc il y a une urgence, la mairie a mis le site à disposition. Donc le ministère est officiellement informé. Maintenant, quand les travaux démarrent, le cantonnement local des eaux et forêts, d'abord le ministre, même après, on a échangé par téléphone. Et je précise cela. Et j'ai même les preuves des messages par WhatsApp qu'on a échangés sur la question. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire que ça a été fait dans le dos des eaux et forêts. Quand les tecs ont commencé à être coupés, le cantonnement des eaux et forêts ici est allé s'emparer des machines. Parce qu'effectivement, le maire n'était pas dans la ville, n'a pas fait un courrier pour leur adresser. Le courrier qu'on a envoyé, c'est au ministre directement. D'ailleurs, le ministre m'a dit que lui, il a transféré ce courrier-là à ses services pour régularisation. Bon, donc le problème c'est lequel? Quand le ministre dit qu'il a transmis le courrier à ses services pour régularisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait qu'on a coupé les tecs, mais qu'ils vont faire par derrière la procédure que la mairie veut donner un autre site. Donc le problème est où? L'hôpital est conçu par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Si le maire avait fait ça, qu'il avait cédé le site à des privés, ou qu'il a vendu, en ce moment, il y avait une faute grave. Mais il a cédé le site au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est un démembrement de l'État. Et la mairie aussi est un démembrement de l'État. À supposer même qu'on dise que le maire a commis une faute, et qu'on veut lui donner, parce que c'est une amende. Il n'y a pas, c'est pas d'affaire de prison. C'est une amende qu'on doit fixer à la collectivité pour dire que tu as coupé des tecs sans autorisation. Mais l'amende, là, quand on donne, qui paye? Pas l'État qui paye. C'est pas le maire qui paye ça. Si on dit que les tecs font 5 millions, mais 10 millions, qu'on envoie à l'amende ici à la collectivité, le maire a fait une délibération par rapport au ministre de l'Intérieur pour dire est-ce que tu veux qu'on paye ça? C'est quand il va prouver que la mairie va payer. Et ce n'est pas le maire qui va payer. Donc, dans tous les cas de figure, ce n'est qu'une amende qu'on peut demander de payer. Mais comment on va payer une amende pour une question d'intérêt public? Donc, la mairie a agi ainsi. Les autres forêts sont allés prendre les machines. On leur a dit non, c'est la mairie qui est en train d'agir. Ils ont libéré les machines. Les opérations ont été faites. Alors le préfet vous a dit que les tecs n'ont pas été vendus. C'est le préfet qui vient de vous dire ça. Et pourquoi ils ont écrit que le maire a vendu 350 tonnes de tecs? Ils ont vendu ça comment? Ça a été utilisé pour faire du bois de chauffe en compensation de l'argent que la mairie n'a pas décaissé. Parce qu'il faut polluer les machines pour faire le décaissement de la terre, ça coûte de l'argent. Un bulldozer ça coûte 350 francs par jour, plus de carburant 250 par jour, 600 francs par jour. Sur 10 jours, ça coûte 6 millions. Les scieurs qui coupent les bois, c'est pas gratuit. Ils doivent être payés. Le carburant, ça doit être payé. Les tracteurs qui vont ramasser les bois là pour aller, les feuillages pour aller hors de la ville, là, tu payes ça. C'est payant. Ceux qui vont ramasser dans les tracteurs, c'est payant. Qui paye tout ça? La mairie n'a pas sorti un euro pour tout ça. On a demandé au gars qui a coupé ça, ramasse ça, envoie dans ta série, fais-en ce que tu veux pour compenser ton investissement. C'est ce qu'on a fait. Et le préfet vous l'a confirmé tout à l'heure. Donc, voilà toute l'histoire. Après ça, on découvre que
c'est le 12 que des eaux et forêts sont venus faire une enquête ici. Le document qu'on vous a confié, dont on vous dit que c'est le rapport des eaux et forêts de Salé, dans lequel on dit que non, ils ont interrogé le cantonnement des choses à la Syrie, tout ça. Nous, on n'est pas au courant de ça. Hein. Mais quand vous regardez le document, ça a été fait le 17 août. Mais les eaux et forêts, le syndicat des eaux et forêts dit qu'ils ont fait l'enquête le 12 août. Ouais, l'enquête le 12 août. Ouais, les propos liminaires là, il dit c'est le 12 août qu'ils sont arrivés ici. Bon, ils ont affaire de terrain, des textes éclatent dans une ville. Le cantonnement des eaux et forêts ne fait pas de rapport à sa tutelle. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la mairie a écrit à la tutelle et que la tutelle va leur envoyer la procédure. Donc ils sont dans leur disposition, attendant que le courrier arrive à leur niveau, parce que le maire a donné une copie du courrier. Bon, c'est des syndicats dont le rôle est de défendre les intérêts de leurs membres, qui se lèvent sans l'accord de leur ministère, sans l'accord de la direction des enquêtes du ministère, et qui se lèvent eux-mêmes pour venir faire une enquête. Qui les a interpellés? Ils vous ont montré leur statut et règlement intérieur, c'est-à-dire qu'ils peuvent se saisir d'affaires dans les communes. Donc ils sont venus ici, et c'est au cours de leur interview que nous avons appris qu'ils sont venus ici. Ils disent qu'ils sont allés au lycée, interroger les gens, ils sont allés à la Syrie, interroger les gens, ils sont allés au cantonnement, interroger les gens, et puis ils sont rentrés à Abidjan, sans prendre le soin de venir interroger l'accusé. C'est une drôle d'enquête. Et aujourd'hui, c'est eux qui diffusent les mensonges sur les réseaux sociaux, y compris en disant que si le ministère ne réagit pas, si l'État ne réagit pas, eux ils vont aviser. Eux des syndicats des eaux et forêts, ils vont aviser contre un maire. Et je vois que ça mousse, c'est pas ça, ça mousse tout le temps dans l'article de presse. Bon, voilà les faits, chers confrères. Et nous, en tant que mairie, nous sommes droits dans nos bottes. Nous avons défendu l'intérêt de nos collectivités. Voilà un exemple de courrier, j'allais vous sortir le courrier du ministre de la Santé, un exemple de courrier que j'ai adressé à la ministre de l'Éducation nationale le 24 juin 2021, dans lequel j'ai dit mise à disposition d'une parcelle de 8 hectares. C'est-à-dire que la mairie met à la disposition du ministère de l'Éducation nationale une parcelle de 8 hectares qui a servi aujourd'hui à construire le collège d'où on vient là. Voilà le courrier qui est là. Et voilà le plan de la parcelle. Donc, notre travail au quotidien, c'est de mettre à la disposition de l'État des sites pour réaliser des projets intérêts communautaires. Ce n'est pas la même procédure qu'on a donnée au collège là, qu'on a fait pour le ministère de la Santé là. Qu'est-ce qui est nouveau dedans? Donc, chers confrères, voilà le point que nous voulions vous faire. Pour que vous sachiez que la mairie n'a commis aucune faute. Le maire peut prendre une décision d'urgence et l'article 75 de la loi sur les collectivités dit que quand c'est ainsi, le maire doit faire valider, doit faire régulariser la décision à la prochaine réunion du conseil municipal. Mais entre-temps, la mesure prise a produit ses effets. Voilà ce que ça veut dire. Quand il n'y a plus la décision sur les COGES, de supprimer les cotisations COGES dans la commune, il n'y a pas fait un conseil municipal. En tant que maire, il n'y a plus la décision. Et puis à la prochaine réunion du conseil municipal, je suis allé informer le conseil et ça fait l'objet d'un procès verbal. Qu'est-ce que la procédure dit? Donc on ne peut pas dire que le maire, comme le maire n'a pas fait le conseil municipal avant de couper les textes, donc il y a eu faute commise par les fonctionnaires. Non, la loi dit qu'il peut le faire et puis faire régulariser. Toutes les procédures sont prévues par les textes. Voilà, chers confrères, les explications que je tenais à vous donner pour que, pas que vous alliez écrire dans l'intérêt du maire de Tessalit. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Parce que nous avons un confort moral ici, qui est que tous les actes que nous avons posés l'ont été et ont été gouvernés par l'intérêt public. Je serais le plus malheureux si on me prenait la main dans le sac en train de morceler cette réserve-là pour la céder, comme ça a été écrit à des entre guillemets libanais. Vous venez de le voir, c'est destiné au collège, à l'hôpital. Et le représentant du chef de l'État ici, le préfet, vient de vous dire que c'est destiné à l'hôpital général. Et que le maire a agi dans l'urgence. Le débat est clos. Il vous a dit que c'est un faux débat. Il a utilisé le terme. Il a dit que c'est un faux débat. Et pour nous, c'est un faux débat. Parce que ça ne devrait pas faire l'objet d'un tel acharnement, on dit bien le mot, d'un tel acharnement médiatique
par rapport à cette affaire. Donc, messieurs, voilà toute l'histoire. Je voudrais vous remercier de votre écoute. Il est déjà 13 h. On va vous laisser la parole pour poser des questions. Je pense que c'est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens écoutent et on pense qu'ils sont aussi en soif de réponses. J'ai vu que nos confrères de cette info ont publié la vidéo sur 9 minutes de leur reportage sur cette conférence de presse des agents des eaux et forêts. Et je vous invite à aller lire les commentaires des Ivoiriens. Je vois qu'à 99%, comme on le dit, ils ont été braisés. Ça veut dire que les Ivoiriens perçoivent qu'un élu qui se bat pour sa collectivité, qui se bat pour sa population, on ne devrait pas le livrer à la vendue comme ça. Quand on sait que plus de 2 tiers du couvercle forestier ivoirien ont été dévastés par des clandestins sous les yeux de ces gens des eaux et forêts, que je n'ai jamais vu faire une conférence de presse pour en débattre, c'est malheureux. C'est moi, vous le savez, qui ai fait la révélation sur récemment le bois de Lengué. Vous connaissez cette histoire? Un immense scandale sous leurs yeux. Les bois de veine, justement, le Fonds Sénat a travaillé dessus pendant près de 10 ans. Les bois de veine sont coupés tous les jours, sous les yeux des syndicats en question. Vous les avez une fois vu faire conférence de presse par rapport à ça? Et c'est sur la mérite salée qui viennent se gonfler, comme on dit, pour nous livrer à la vendue populaire. Ceux qui l'ont commandité, on les connaît. Et je l'assume quand je dis ça. On les connaît. Parce que l'objectif de cette affaire, et je termine dessus, c'était que la mairie salée soit mise sous tutelle. Parce que le maire aurait détruit une plantation, parce qu'il parle de préservation de la nature. Et ils sont les protecteurs de la nature. Donc le maire a détruit la nature. Et donc il faut que le gouvernement réagisse. C'est ça qu'ils disent qu'il faut que le gouvernement réagisse. Quand le gouvernement réagisse, ça peut faire quoi? Mais c'est pour prendre une décision en conseil des ministres, c'est ce que la loi dit, pour que le maire soit suspendu de ses fonctions et la mairie mise sous tutelle. Comme ça, ceux qui les ont commandités vont être candidats et ils n'affronteront pas Saleh Témoko qui ne peut pas battre dans les urnes. Voilà ça que je dis et je l'assume. Et donc voilà, pour nous, c'est une cabale politicienne. Le préfet a utilisé le mot, il a parlé d'un faux débat. Nous pensons que c'est une cabale politicienne qui a été montée de toutes pièces pour que l'hôpital ne soit pas construit. C'est ça aussi. Que l'hôpital ne soit pas construit. Comme ça, tout le rayonnement ne va pas réjaillir sur le type municipal. Mais comme on le dit, ça a été un coup de feu tiré dans l'eau. Il n'a produit aucun effet et il ne produira aucun effet. Et ceux qui veulent saisir la haute autorité de la bonne gouvernance, et comme je l'ai dit, ce n'est pas contre nous qu'ils doivent saisir ça. C'est les Ivoiriens qui doivent saisir contre eux. Parce que c'est sous leurs yeux que les forêts ivoiriennes sont détruites et ils ne disent rien. Ce n'est pas des textes qui vont venir faire affaire d'État. Voilà, messieurs, les propos que je me suis permis de tenir au nom du conseil municipal et au nom de la municipalité. Parce que mes conseillers sont excédés et ils sont mécontents qu'on s'acharne sur nous comme ça, alors que nous sommes en train de faire un travail formidable pour notre ville. Voilà, messieurs, je vous remercie. Posons. Il n'y a aucun acte de développement qui ne cause pas de préjudice à une population. Quand on décide de raser près de certaines maisons pour construire un collège, ça apporte un préjudice aux populations. Mais l'intérêt public est au-dessus des intérêts particuliers. Vous voyez, dans quelques jours, nous allons raser en face du commissariat tous les magasins qui ont été construits là depuis 1985. Parce qu'ils sont dépassés, ils sont démodés et ils ne rapportent pas grand-chose à la collectivité. Nous sommes en train d'aménager la ville et par conséquent, on doit dégager ces magasins-là. Mais il y a des femmes qui travaillent là-bas, qui vendent là-bas, qu'on va déguerpir, qu'on veut relocaliser ailleurs. Mais en tant qu'on les relocalise, il y a un préjudice qu'ils vont subir. Mais la mairie est tenue de libérer le site parce qu'il y a des banques qui veulent s'installer ici. Comme Coris, comme la Cible, que nous sommes en train de démarcher pour venir s'installer ici. Mais quand ils vont venir là, on va pas se mettre derrière la ville. Hein. Elle veut s'installer au cœur de la ville. Vous avez vu comment se trouve NCA, on se trouve à la SGCI. Donc on doit trouver des sites protégés pour les céder à ces banques-là et à ces opérateurs qui veulent s'installer dans la ville. Donc la mairie va déguerpir les gens. Et donc ça cause un préjudice forcément aux populations. Mais tout se fait dans la légalité. Voilà, on peut prendre l'exemple de l'État de Côte d'Ivoire, qui est en train de faire des ponts à Abidjan, qui rase des maisons entières, des quartiers entiers. Mais ça cause des préjudices énormes à des Ivoiriens.
Mais c'est pour la collectivité, c'est pour la communauté. Donc la mairie fait ça. Maintenant, voilà, passage de métro, voilà, les tout sont cassés. Donc les mairies aussi ont ce droit-là de faire des travaux, y compris en cassant des maisons, y compris en libérant des espaces qui causent des préjudices, mais c'est pour l'intérêt public. Ça aussi, on peut le faire. Mon collègue de Koumassi, aujourd'hui, on dit que la Koumassi est l'une des communes les plus belles de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Quels sont les cas qu'il n'a pas opérés? Et donc, il est là pour agir pour la commune. C'est dans le cadre de la loi qu'il agit ainsi. Nous aussi, on le fait ainsi. Pour dire qu'on a la deuxième question, bon, celui qui a fait l'interview, il a menti. Ceux qui ont commandité plusieurs articles contre le maire, ils ont menti. Donc, c'est une opération de mensonges organisés. Voilà, donc c'est des mensonges. Nous, on sait qu'ils mentent. Et on a les preuves de ce mensonge-là. Bien, voilà. Oui, devant ici, oui, allez. Monsieur le maire, je voulais savoir, entre vous et puis le ministre des Eaux et Forêts, qu'est-ce qu'il vous a répondu de telle sorte qu'une affaire d'État, d'intérêt public, que les syndicats s'approprient un tel combat? Non. Est-ce qu'il a été... Non. Le ministre n'a pas besoin de répondre dans les médias au maire. Quand le maire informe de ce qu'il va couper les techs pour libérer le site, il a la procédure interne au ministère qu'il doit faire par ses services. Et donc, il a engagé cette procédure-là. Mais le maire, lui, fait agir par rapport à ça. Le ministre, quand cette affaire a éclaté, puisque le courrier qu'on lui a envoyé parle de réserve administrative, et donc par conséquent, le maire est dans son droit de récupérer la réserve, quand l'affaire a éclaté, et que le ministère a vu ce qui s'est passé, ils ont actionné la procédure d'enquête. Le ministre a envoyé ici M. Billot, magistrat, qui est le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère. Il est venu ici. Moi, j'étais à Genève, je n'étais pas là, donc il est venu faire l'enquête. Il est venu trouver le premier agent au maire ici et le deuxième agent au maire. C'est eux qu'il a rencontré avec le RG. Ils sont là, ils peuvent peut-être répondre un peu à ce que le M. Billot est venu ici, M. le maire. Ok, merci, M. le maire. Il est venu pour se former. Et donc, nous avons eu la rencontre et nous lui avons expliqué, nous lui avons donné des explications. Nous lui avons dit que c'est une réserve. Et voici ce qui a motivé qu'on enlève beaucoup les techs. Nous sommes allés sur le site. Après l'entretien ici, nous sommes allés sur le site, on a visité le site. Après là-bas, nous sommes allés à la Syrie. Après la Syrie, nous sommes allés une mission de travail avec le gouverneur. Après quoi, il est parti. Voilà. Donc, le ministère est venu faire une enquête ici. Parce qu'on leur a dit que le site a été morcelé et vendu. Ce n'est pas une réserve. Mais quand M. Billot est venu, il a constaté que c'est une réserve. Il a fait son rapport au ministre. Le ministre a envoyé un courrier au préfet pour lui dire que c'est une affaire qui est interne ici à Tia Salé et que le préfet s'en occupe. Mais le préfet vous a fait le point tout à l'heure. Voilà le courrier que le préfet m'a adressé le 21 septembre 2022, disant, voilà, j'ai l'honneur de vous transmettre la réception du courrier par lequel le ministre m'instruit de régler le problème à l'interne. Voilà le courrier du préfet qui est ici. Donc le ministre a suivi la procédure. Quand ils ont rendu compte que ce n'est pas une affaire de forêt classée qu'on a détruite, et que c'est une réserve qu'on a libérée, ils ont demandé au préfet, qui est la tutelle de la mairie, de régler l'affaire ici. C'est pas ce que je viens de vous expliquer là. Donc cette affaire est finie. Le ministère n'a plus de procédure à faire dedans. Voilà. Donc pour nous, c'est une affaire qui a été montée en épingle. On dit que le ministère n'a pas réagi, mais les courriers sont là, officiellement pour le préfet. Le ministre lui l'instruit de régler ça ici, parce que c'est une tutelle. Donc c'est une affaire qui concerne le ministère de l'Intérieur. Ça ne concerne pas le ministère même des Eaux et Forêts. C'est le maire qui a agi, donc le préfet et le maire, ils règlent ça ici. Parce qu'on vient de faire là. Donc nous, on n'a pas besoin d'attendre autre chose du ministère. Pour eux, cette affaire est finie. Voilà ce que nous on peut vous répondre par rapport à ça. Donc le préfet a été chargé par le ministre de régler ici cette affaire. Et le préfet l'a réglé à l'interne. C'est terminé. Le 30 octobre, le ministère va venir faire sa première prière, ils vont construire l'hôpital. Cette affaire est finie. Le préfet vous l'a dit tout à l'heure. Donc nous, on n'a plus à revenir encore sur ce débat-là. Pour nous, c'est fini, quoi. Ce débat est fini. Voilà. Oui. Monsieur le maire, vous dénoncez une campagne de déstabilisation contre vous et votre équipe dans l'objectif de pouvoir mettre la mairie sous tutelle. Tout à fait.
tout à l'heure, lorsque nous étions sur le chantier là-bas, vous avez dit vous savez, oui. derrière tout ça. Oui. S'agit-il Je ne vous donnerai pas de nom personnel, mais ce sont mes adversaires politiques. Et je le dis et je l'assume. Et d'ailleurs, j'ai les preuves de ce qu'il a fait. C'est une cabale organisée. Ça participe d'un processus qui a commencé depuis le mois de juillet, à travers des articles qui ont commencé dans la presse, à travers, vous avez même dû voir sur les réseaux sociaux que pendant près de 2 semaines, il y a eu une communication contre les travaux de la mairie. On prenait des espaces, j'allais dire, les plus sales de la ville, et puis on mettait ça sur des pailles les plus connues, comme Cuyo, voilà, c'est ça non, Fès, quelque chose là, et d'autres sites encore. Et puis on dit, voici le vrai visage de Tia Salé. Il y a même un bâtiment qui a été construit il y a près de 40 ans par un gendarme qui est mort, qui est devenu, je crois, un foyer pour les élèves, non, où les élèves vont à l'école. Et puis ils ont mis un bâtiment complètement en ruine, hein. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour dire, voilà le... comment on appelle ça, où on met les élèves là, où les élèves d'hommes à l'époque là. Un internat, voilà. Voilà l'internat de Tia Salé. Ils ont mis sur une paille très connue, hein, voilà. Donc ça a commencé par ça, vous avez dû voir ça. Alors que ça n'a rien à voir avec la mairie, c'est une maison privée. Il y a un gars qui met sa maison en location, mais on a imputé ça là à la mairie de Tia Salé. Il y a même un quartier ici qu'on a ouvert, nous voyons ici où il y avait de l'eau qui sortait d'une maison. Ils ont pris ça aussi pour aller mettre sur les réseaux. Donc il y a eu une communication contre le visage de la ville. C'est après ça que les articles ont commencé. Et cette affaire de tech, qui est le clou de l'opération, moi je vous invite à écouter bien l'interview des agents en question, dans la vidéo de cette info. Vous voyez qu'ils insistent sur le fait que l'État est silencieux. Ils insistent sur le fait que la mairie, le ministère est silencieux. Et qu'ils disent que si dans quelques jours, le ministère et l'État ne réagissent pas, eux ils vont aviser. C'est quoi la réaction qu'ils attendent de l'État de Côte d'Ivoire? C'est des sanctions. Ils demandent des sanctions contre le maire. Mais les sanctions de l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la mairie, c'est quoi? C'est une suspension. Par les eaux et forêts, ils font des amendes. Même quand ils prennent des gens dans les forêts classées, ils les menottent, ils les envoient à la mairie, ils leur fixent une amende. Ils payent et puis ils les libèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, eux, ils peuvent envoyer une amende, s'ils estiment que la mairie a commis à détruire leur forêt, ils peuvent envoyer l'amende de composition. Ils peuvent calculer, voir des experts, la superficie, combien de pieds de tech, ils peuvent le faire. Ils peuvent envoyer l'amende à la mairie. Et la collectivité va demander l'avis du gouvernement pour payer. Mais leur travail s'arrête là. Pourquoi ils demandent au gouvernement de Côte d'Ivoire de sanctionner le maire? Mais parce que ceux qui commanditent l'opération ont demandé qu'ils fassent en sorte que cette affaire n'en reste pas là et que le maire soit suspendu. Nous, on sait ça. C'est ça l'opération. Sinon, les scandales sur les eaux et forêts ici, sur les forêts classées ivoiriennes, qui sont envahies par les clandestins, ça fait l'objet de combien de conférences de presse des eaux et forêts? Là où on détruit 2000 hectares de terrain, ils ne font pas de conférences de presse. Là où une mairie, donc un démembrement de l'État de Côte d'Ivoire, coupe des pieds de tech sur une réserve administrative, il faut une conférence de presse. Pour nous, c'est une opération montée de toutes pièces par nos adversaires politiques à l'interne ici, parce qu'ils n'arrivent pas à exister et c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour nous dénigrer par rapport aux élections de 2023. Et on est sûr que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on dit que c'est une cabale politique montée contre l'équipe municipale de Salé. Que le gouvernement nous a donné. Et il y a 4 invités à se partager les 600 euros. Eugène, j'étais là le jour du partage. Passez ici, voilà, passez ici. Donc, chaque entité devrait avoir 170 lots. Moi, j'ai eu 170 lots. Voilà. Ndro a eu 170 lots. Oui. Akoudje a eu 170 lots. La famille Badouro a eu 170 lots. Voilà le partage.
Et d'ailleurs, ce terrain qu'on appelait Symbiose, c'est la propriété d'une famille. C'est la propriété de mon grand-père. Et je l'ai eu sur décision de justice. Mais avant qu'on me donne la décision de justice, le maire Yabi Lambert a initié son lotissement. C'était en 2003. Et le lotissement a été approuvé en 2013. Et c'est en 2017 qu'on m'a envoyé la grosse du tribunal, la cour d'appel. Je ne pouvais plus arrêter quelque chose. Donc je me suis contenté des 170 euros qu'on m'a donné. Bon, voilà un témoignage. Le maire n'a pas assisté au partage. Le partage a été fait au domicile du chef du village de Tias-Alekro. Nana Hassi Mazola. Bon, voilà. Donc, dans cette affaire, où est la place du maire, le maire Saleh Temoko? Moi, je n'étais pas ici. Voilà. Mais voilà, les confrères ont écrit que non, le maire a gardé par devant lui 1900 lots, 1800 lots. Voilà le chef de Nemoué qui vient de vous dire que c'est 4 familles qui ont reçu les lots. Chaque famille a reçu 170 lots. Voilà le chef de la famille. S'il a quelque chose à ajouter. Oui. Non, lui va dire un mot. Puisqu'on dit que le maire a intronisé un chef de la famille. Tout à l'heure, le confrère Benoît disait que Ablé Kofi, chef. Voilà. Il dit que Ablé Kofi a parlé de bicéphalisme à la tête de la famille Ndro. Mais dans son interview, il n'a pas parlé de bicéphalisme. Il dit que c'est le maire Saleh Temoko qui a intronisé un chef de sa famille. C'est totalement différent. Bon, monsieur Eugène Begré, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez devenu le chef de la famille Ndro là-bas? Monsieur le maire, effectivement, il y avait M. Appelé, qui était le chef de la famille Ndro. Excusez-moi, moi, mon père était le chef de la famille Ndro avant ma naissance, qui est Ndaïti. Donc, à l'issue de la mort de Ndaïti, c'était difficile d'avoir un successeur. Donc, ils ont mis Ablé par défaut. Vous m'excusez, hein? Lui, c'est bon, il est le chef de Niamoué, mais je suis son oncle. Donc, ils ont mis Ablé par défaut. Et, toujours à la recherche d'un chef, ils ont pris M. Eliam Emmanuel Désiré comme chef. Emmanuel Désiré étant malade, moi j'étais à Abidjan. On est arrivé à 2015. Eliam, en dehors de Tias-Salé, qui est mon neveu, le fils à ma grande sœur aînée. Donc, j'ai été sollicité par les petits frères pour prendre sa place, pour bien assurer un peu l'intérim de son absence. Donc on m'a approché, j'ai appelé Ablé, qui m'appelle grand frère. Bon, bien, je suis au niveau du vice-président du comité de gestion de l'IA pour gérer la famille. Ablé a dit que nous sommes des poisons. Pardon? Nous sommes des poisons. Il n'a pas voulu. Et nous étions obligés de la signer en référé. Bon, le délibéré du référé, de l'audience du référé 22 1er mois 2019, il a été débouté de sa fonction de chef. Il a interjeté appel à une réunion limitée ici. Avec monsieur le maire, j'ai demandé au monsieur le maire que s'il y a un retour du courrier, parce que Nana est absent et puis le gouverneur, d'adresser ça idéal. Que le jeune frère qui est là n'est plus chef, depuis 2013. Monsieur le maire m'a dit, mais j'ai appris que vous êtes au tribunal, vous êtes en appel. J'ai dit, non, ça c'est chez les Blancs, mais chez nous ici on a intronisé un nouveau chef. Quel que soit le résultat, il ne peut plus être chef ici. Il dit, bon, donnez-moi la suite de l'appel. C'est ça ici, je vais vous donner. Vous allez prendre une copie, l'original même, j'ai ça ici. Où Ablé a été débouté de ne plus se faire appeler chef.
n'a pas pu aller en cassation. Voici là le nom. Non d'appel, c'est ça? Oui, ouais. Non pouvoir en cassation. Voici le référé où il a été débouté. Je vais vous donner l'original de l'arrêt. Voici l'arrêt. C'est écrit dedans qu'il ne doit plus se faire appeler chef. Voilà. Donc, chers confrères, vous voyez bien qu'il dit qu'au cours d'une réunion ici, il s'est présenté comme le chef. Et moi, je lui ai dit quel est le document qui leur permet de dire qu'ils sont les chefs. Il dit qu'ils sont au tribunal. Je dis que moi, je ne prends pas de position tant que je n'ai pas eu la décision définitive de la cour d'appel. Bon, quand il veut me produire cette décision qui est là, la définitive, là, qu'est-ce que le maire doit prendre comme décision? Mais le maire le reconnaît maintenant comme le chef, puisque ça s'appuie sur une décision de justice. Donc, en quoi est-ce que le maire, lui, a intronisé un chef de famille dans la famille Ndro? Donc, ce qu'Ablé Kofi a dit est complètement faux. C'est un menteur. Voilà le document, et c'est lui qui est là, et sa décision de justice qui est là, qui l'atteste. Voilà. Et après le délibéré de l'acte d'appel de l'arrêt, 3 mois après, il y a appelé là. Voilà. Donc, on avait une procuration pour gérer la famille. Étant décidé, bon, tous ces papiers-là sont caducs, donc il fallait mettre un comité ad hoc pour gérer, bon, organiser les funérailles du diable. Après la levée de deuil, comme les juges en osé de coutume, pour procéder à l'installation d'un nouveau chef. Effectivement, nous avons, voilà, voici là du comité ad hoc que nous avons adressé à tous les autorités de Dia Salé. Ah, c'est un document d'intronisation, Non. de désignation du nouveau chef. Non, après le décès du diable. Après, il y a, voilà. Parce qu'on avait une procuration étant décédée, Voilà. donc il fallait, bon, les procurations étaient caduques, il Voilà. fallait créer Faire tout bon, ça. un D'accord. comité ad hoc. Ouais. Et ce comité ad hoc, où on m'a mis comme président du comité ad hoc. Et nous avons signé, même à la mairie, même le préfet. Bon, donc, vous voyez que moi, c'est des questions internes à une famille. En tant que maire, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a une décision de justice qui dit que Ablé Kofi n'est plus chef de la famille Ndro. Et c'est terminé pour nous. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Tant que je n'ai pas une décision contraire qui dit qu'il est le chef de la famille Ndro, il ne peut pas venir se prévaloir de ce titre-là chez moi ici. C'est tout ce que nous on a fait. Donc, on n'a pas intronisé un chef qui convoque ses parents, qui les traîne devant la justice, qui m'envoie une décision qui atteste qu'il est le nouveau chef. Je vais le prendre comme un nouveau chef. Mais tant que cette décision n'a pas été révoquée, et qui est devenue d'ailleurs sans appel, là, on ne peut pas le prendre comme un chef. Où est la faute que le maire a commise et qu'on dise que non, il a pris parti. Voilà. Lorsqu'il a été débouté à l'acte d'appel, il n'a pas informé la population de Dia Salé. 2 jours après, il a formé quelques suiveurs pour se faire installer chef. À 3 mois du décès du chef. Et là, j'ai écrit à Nana, le chef du village, le préfet, si ce n'est pas normal. 2 jours après, je vois, il fait une apparition sur Soir Info. Effectivement, étant ici, j'ai appelé le directeur de Soir Info. On est resté 1 heure du temps au téléphone. Parce que moi, j'avais voulu avoir un agrément pour faire la publicité. Je sais que la presse ne m'abîme pas avec la loi de justice. Là, il m'a dit, monsieur qui est venu à Abidjan. Je suis parti. C'est votre collègue, M. Mbara, qui a fait mon droit de réponse. Et appelé le témoin chef de fin chef demande l'intronisation d'Ablé Kwame Kofi. Après son apparition. Merci, Bégué. Et il n'a rien dit. Et après, le chef est décédé. Bon, il fallait attendre 1 an pour faire lever les deuils et tout. La famille originaire m'a choisi comme chef.
chez le chef du village. En ce qui concerne le problème de lotissement, lorsque nous étions encore avec le comité, chez le préfet Goussier, à notre sortie, moi je suis allé à l'imprimerie nationale, monsieur le maire, j'ai demandé le journal officiel. Ouais. À l'imprimerie nationale, photocopie du journal officiel. C'est un lotissement administratif. On n'a même pas parlé de la famille Indro-Diga. Voilà. Donc le lotissement, il est. Voilà le journal officiel. On n'a même pas parlé de la Comme je l'ai dit toujours, c'est un lotissement qui a été fait par la mairie Salé. Donc c'est un lotissement qui est officiel État de Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas à un groupe de familles pour que le maire vienne l'accaparer. Voilà le lotissement qui est là. L'arrêté même est là. On peut même le produire. Bon. Donc tout ça là, Ablé Kofi a raconté des histoires. Et tout ce qu'il a dit sur le maire Salé, c'est faux. Et je n'ai même pas me presser. Bon, tout à l'heure, Stéphane disait que quand il venait ici, il allait voir la décision de condamnation d'Ablé Kofi. Ça ne va pas comme ça. Le tribunal ne fonctionne pas comme ça. Quand on fait une plainte, on fait des enquêtes, et puis l'affaire peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avant qu'on ait une décision. Ce n'est pas dans l'immédiat. Mais ce que je veux dire, c'est que le maire de Tia Salé n'a pas intronisé de chef. Ce n'est pas son travail. Au cours d'une réunion ici, Eugène a dit qu'il y avait un nouveau chef de la famille Ndro. Alors quand moi je suis arrivé, on m'a présenté comme le chef de la famille Ndro. Et jusque-là, je peux même vous montrer des SMS d'Ablé Kofi qui me considérait tellement que chaque matin il m'envoyait un message de prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne dans ta mission. Parce que c'est lui que je considère comme le chef de la famille Ndro. Donc au cours de la réunion ici, ils ont dit que non, il n'est plus le chef. Il dit non, moi je ne connais pas ça. Si vous dites qu'il n'est plus le chef, apportez-moi le document de justice qui atteste cela. Ils ont dit bon, on va envoyer ça. Après ils envoient la décision de la cour d'appel. J'ai dit bon, il y a la grosse, mais il faut que vous me démontrez qu'il n'a pas fait appel de la décision. Bon, le document là, bon, quand tout ça est dans ma main là, vous voulez que moi il fasse quoi? Qu'ils disent qu'Ablé Kofi est toujours le chef de la famille. Bon, aujourd'hui, lui considère que c'est moi qui ai poussé sa famille dans une affaire qui a commencé avant qu'il vienne ici à le chasser de son poste de chef de famille. Parce que je fais même pas sur les terres et comme c'est lui qui combat le maire, on l'a écarté. C'est totalement faux. Si vous le voyez ce gars là, faites attention. Monsieur le maire, Oui. parce qu'il ne respecte pas les décisions de justice, moi j'ai saisi le parquet pour le non-respect des décisions de justice, et puis usurpation de pouvoir, et puis bon, escroquerie à la famille. Pas plus tard que le mercredi, on m'a pris à témoin. Voici la citation. Voici la citation. Et il a été condamné à 12 mois de prison ferme. On doit délibérer ça le 16. Bon, ça là. Étant même en appel, moi j'ai demandé, j'ai fait une ordonnance compulsoire au premier magistrat. Voilà. C'est l'affaire interne à la famille. Une enquête, voilà. Bon, une regarde les fins de compulsion. Voilà. Le président Yeo m'a signé ça en 2 jours. Nous sommes venus compulser le compte de la famille. Merci. Sur 41 millions, lorsqu'on est venu le décès, voici les relevés. Sur 41 millions qu'il a mis dedans, ça y est ici, il y aurait 18 615 francs. 18 000. Voici le relevé. Bon, ils ont fait un compulsoire. Bon, vous voyez que ça, c'est des questions internes à la famille. Vous voyez, Ndro. Et pour conclure, en conclusion et pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des confrères. Je pense que de plus en plus, et ça c'est un reproche que je peux peut-être me faire à moi-même, en tant que membre de la famille de la presse, de plus en plus je devrais créer des cadres d'échange avec l'ensemble des confrères. L'année dernière, c'est l'UNICI, enfin pas l'UNICI, mais une équipe de journalistes qui sont venus pour créer ici l'ONG, Assistance Sociale, c'est ici à la mairie, qu'on a fait ça. Et j'avais pris l'engagement que prochainement, on ferait des cadres. Il y a un groupe de journalistes de l'intérieur du pays qui sont venus aussi lancer leur structure ici. Et donc, je dois créer de plus en plus le cadre pour que les confrères soient édifiés sur les procédures qui concernent les collectivités, sur les dirigeants qui sont les nôtres,
parfois on agit dans l'urgence. Et c'est un travail, je peux vous le garantir, extrêmement stressant. Vous ne pouvez pas imaginer la charge de travail d'un maire. Quand vous avez sur votre dos la population, quand vous arrivez le matin, vous mettez les caméras en marche, que vous voyez que votre salle d'attente est remplie de population, de visiteurs, et que vous savez qu'à 80%, c'est des problèmes sociaux, alors que le maire n'a pas de fonds de souveraineté et qu'il doit réagir pour telle ordonnance, pour telle réalité. À des femmes, hier, je le disais, quelque part, c'était vous-même là, avec le préfet. À 1 h du matin, on m'appelle, on me dit qu'il y a un monsieur qui est venu, sa femme qui est venue accoucher à l'hôpital, elle a fait des triplés, le gars a fui. Le gars a fui et on va chercher le maire. Le père devient le père. Voilà, donc le père devient d'office le père des 3 enfants. Il faut qu'il paye les choses à faire. Tout ça, la maman n'a pas de manger, n'a rien à manger. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que j'ai à voir dans le fait des triplés? Non, c'est le maire. Donc il faut que j'ai trouvé l'argent pour aller payer les laits, pour aller payer tout ce qu'il faut là, pour que les enfants puissent tenir. Donc notre travail, c'est ça au quotidien. Mais ce que vous devez noter, c'est que les collectivités ont été créées pour faire du développement. Et de plus en plus, il faut qu'on rappelle ça aux gens. Notre rôle, c'est de faire du développement. Et le développement, dans un contexte où le désordre a été installé, où il y a eu beaucoup de laisser-aller, ne peut pas se faire sans dégraissement de dents. Mais un maire doit préserver une seule chose, l'intérêt public. La seule question qui doit se poser, est-ce que mon agissement là va dans la préservation de l'intérêt public? Dans la mise en œuvre des décisions, il peut y avoir des dysfonctionnements. On parle de notre affaire de nos soldats sur Mali, où on parle de dysfonctionnement administratif. Tout le monde reconnaît qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. Dans le fonctionnement d'une société, il peut y avoir des dysfonctionnements. Mais la finalité, c'est ce qu'on doit regarder. Ces dysfonctionnements-là, c'était pour faire quoi? C'était pour créer une structure d'intérêt public. Donc, l'intérêt public est au-dessus même des dysfonctionnements administratifs. Il faut que les confrères puissent être en mesure de faire cette analyse-là. Pour dire, c'est vrai, il y a des choses qui ont été faites, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que dans les normes, le maire n'a pas agi dans l'intérêt public? Attends, on peut lire ça. Et donc, je voudrais que ce soit ça qu'on montre aux Ivoiriens. Qu'un travail est fait. Dans toute gouvernance, il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir des erreurs commises. Mais si ces erreurs-là participent d'un enrichissement personnel, s'ils participent d'une préservation d'intérêt privé, en ce moment-là, il y a une faute qui est commise. Mais si ces erreurs ont été commises dans la recherche d'un intérêt public, l'intérêt peut permettre de corriger ces erreurs-là. En administration, il n'y a rien de définitif. On peut toujours corriger ce qui n'a pas été bien fait. Et les tests ont pris les dispositions pour ça. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici à Tess-Salé, d'avoir passé 24 heures ici. On a été très heureux d'être avec vous. On sait qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez faire vos reportages. Moi, c'est les faits. C'est ce que j'ai dit. Les commentaires ne m'intéressent pas. Les faits, ce que le maire a dit, pourquoi il a agi ainsi, est-ce qu'on a porté les explications? Les accusations ont été portées, est-ce qu'elles sont fondées? Elles ne sont pas fondées. C'est ça que je veux qu'on relève. Et puis bon, pour le reste là, demain, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon retour à Abidjan. On vous a fait un petit déjeuner le matin, mais vous n'avez pas mangé. Là, il y a le dîner. Il y a le déjeuner. Là, maintenant, il y a le déjeuner. On va aller prendre le déjeuner. Et puis, on va vous laisser rentrer sur Abidjan. Merci beaucoup. Soyez bénis, grand Faboyi. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand Faboyi. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. 6 ans d'indépendance, vous content.